Sur le plan économique, la Syrie en 2010 avait 0 centime de dette extérieure, aucune dette extérieure, donc ça gêne, alors qu'elle est sous sanctions économiques depuis 2003 jusqu'à maintenant, et elle accusait un développement économique, une progression, une croissance économique de 5 à 6% par an, malgré la crise en Occident. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas permis, je peux dire, et que les Américains ne permettent pas. Donc, elle est aussi autosuffisante et indépendante, c'est-à-dire qu'au niveau de l'industrie alimentaire, la Syrie, de l'industrie, de l'agriculture, etc., la Syrie couvrait pratiquement tous ses besoins. Elle mange ce qu'elle produit ce qu'elle mange. Au niveau de l'industrie pharmaceutique, elle couvrait 95% des besoins en médicaments. Les 5% restants représentent les médicaments qui nécessitent une technologie avancée comme les chimios, comme les médicaments nécessaires pour la chimiothérapie, les médicaments nécessaires pour les grandes maladies, en fait, hein, c'est la seule chose. Et je peux dire aussi, en Syrie, l'enseignement est gratuit, l'hôpital est gratuit, c'est-à-dire que les personnes vont à l'hôpital et se font soigner gratuitement. Et par contre, pour payer les médicaments sont toujours à un prix dérisoire et accessible aux citoyens. Une des raisons qui a fait de la Syrie aussi un pays qui est mal vu et malvenu, je dirais, dans le monde occidental, c'est que la Syrie a toujours refusé de signer les accords d'association. Vous savez que avec la politique Sarkozy et le Moyen-Orient, il a travaillé beaucoup sur Euromed. C'est l'intégration de la Méditerranée, Sarkozy. Et la Syrie étant indépendante, en fait, sur le plan alimentaire, etc., il faisait pression sur la Syrie pour la signature des accords d'association qui impliquaient l'ouverture des frontières de la Syrie à toutes les denrées occidentales et l'obligation de mettre les produits par la Syrie au tarif des denrées occidentales, c'est-à-dire au tarif européen. Chose que le pouvoir refusait forcément, parce que ça voudrait dire la mort des citoyens. C'est-à-dire que si on met s'il y a eu une industrie pharmaceutique qui permettait d'avoir des prix accessibles aux citoyens et des prix accessibles aux citoyens au niveau des denrées alimentaires, c'est pour une raison tout à fait évidente. Alors si on ouvre les frontières à toutes les denrées et on élève le prix, ben, ça veut dire faire mourir le peuple syrien. Et ça a été refusé. Par contre, effectivement, il y a eu, et à mon avis, ça a été une très grande erreur importante, mais dans la phase où il y avait un lien très fort avec la Turquie, les frontières de la Syrie ont été ouvertes aux produits turcs, sans taxes et qui se vendaient au même tarif que les denrées syriennes. Et ça a fait un grand coup à l'industrie locale syrienne et un grand coup à la population syrienne, à la production. Bon, sur le plan humain, la population syrienne est très jeune. Il y a un énorme nombre de jeunes et une énorme progression, je dirais, sur le plan social. Il y a pratiquement 3% d'augmentation par an du nombre des gens, d'augmentation démographique. Chose qui est vraiment très très grave, en fait, et pesante, parce que c'est un vrai challenge pour le pays. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait 60% de la population qui a moins de 25 ans. Voilà.
Elle a attiré beaucoup d'investisseurs nationaux et internationaux, affiche un réel développement, voilà, ça on l'a vu. Alors on arrive à la crise syrienne 2011-2012. Donc au début, il y a un mouvement spontané de contestation qui exige les points suivants. La levée de l'état d'urgence qui était en application. En fait, l'état d'urgence existe depuis 1963, donc depuis l'arrivée du Baas au pouvoir, mais depuis a été accentué en 1967, puisqu'il y a eu l'agression israélienne. Et puis, par la suite, il y a eu aussi différentes agressions. 2006, bien sûr, etc. Donc, en fait, cet état d'urgence, il était toujours présent à cause de la menace, toujours. Mais bon, aussi, sans doute, une volonté de l'État de garder cette chape de plomb sur le peuple syrien. Ça, c'est clair. Elle demandait l'abolition de l'article 8 de la Constitution. L'article 8, c'est l'article qui parle de parti unique. Le parti unique, c'est le Baas, et c'est le Baas qui dirige toutes les affaires du pays. Par contre, ce que je voudrais parler, c'est la Constitution elle-même. La Constitution, elle était faite à l'image de la Constitution d'un pays d'obédience socialiste, c'est-à-dire que le parti unique, il n'est pas seulement dans un article, mais il est partout dans la Constitution. Il dirige l'économie du pays, il dirige les organisations de masse, il dirige leur culture, il dirige la communication, l'information, etc. Et tous les articles de la Constitution sont bâtis autour de la présence de ce parti unique, effectivement. Sauf qu'en plus de ce parti unique, au sein du pouvoir syrien et de la Constitution, il y avait des partis qui constituaient un front progressiste au sein de cette... Mais ce front progressiste, toujours dirigé par le parti unique Al-Baas. Ça, c'est sûr. Bon, alors, après, donc, le mouvement demandait ça. Il demandait le respect des droits humains, dignité et liberté. Là, je tiens à dire quand même que le pouvoir syrien est un pouvoir autoritariste, effectivement, c'est-à-dire qui s'appuie sur un régime de mukhabarat et de services de sécurité qui sont très, très puissants et qui arrêtent, effectivement. Il y avait, à un moment donné, si vous voulez, le pouvoir, il y a l'autoritarisme d'un côté, mais il y a aussi l'arbitraire qui s'applique tout de suite. C'est-à-dire, quand il y a des personnes qui ont un pouvoir, ben, ils deviennent très arbitraires dans l'application du pouvoir, donc ils pouvaient arrêter n'importe qui, n'importe quand, même exercer un certain nombre de violences, je peux dire, et même de violations, sans que personne ne puisse les inquiéter. Bon, ça c'est quelque chose de très vrai. Et le respect, donc le mouvement demandait aussi la libération de tous les prisonniers politiques et sanctionnait les coupables de corruption, de tuerie ou d'agression, parce que, comme je vous ai dit, il y avait de l'arbitraire, et une transition rapide vers le pluripartisme et la démocratie par des élections libres. Le mouvement, donc, de mars et avril 2011 exigeait ces demandes-là. Ces revendications ont été acceptées dans la mesure du possible, c'est-à-dire, dès avril. C'est-à-dire, la levée de l'état d'urgence, elle a été acceptée, mais à condition que les manifestants puissent présenter la demande de manifester, puissent dire quelle est l'organisation responsable de la manifestation, disent quels sont les mots d'ordre de la manifestation, quelle est la trajectoire de la manifestation, et quelle est et puis voilà, et puis ils sont responsables s'il y a des casses, de la casse.
Ce qui revient à dire, en fait, c'est comme quand on veut manifester en France, il me semble. Mais ça a été très mal interprété, ça, en fait. Et ça a été très mal vécu, sachant que dès la levée de l'état d'urgence, il y a eu des manifestations où il y a eu des manifestants qui ont été tués. En fait, la question, c'est que dans les premières manifestations, après avoir déclaré la levée de l'état d'urgence, il y a eu des gens qui se sont infiltrés dans les manifestations, qui ont tiré aussi bien sur les manifestants que sur les forces de l'ordre. Donc après, le climat s'est embrasé, effectivement. Il y a eu manque de confiance des deux côtés, l'un dans l'autre. Il y a eu aussi des dégradations qui ont été faites dans les bâtiments publics, notamment les premières dégradations ont touché les tribunaux d'instance et puis le palais de justice à chaque fois. Vous avez des problèmes? Et alors, en fait, moi je sais que le climat s'est embrasé et on a vu tout de suite que le monde entier s'en est mêlé. Clinton, Juppé, Ban Ki-moon, l'Union européenne, Catherine Ashton, les rois et les princes, etc., qui sont certainement les chantres de la démocratie, ont commencé à s'en mêler, mais en plus, ça a été une campagne médiatique très importante, c'est-à-dire toutes les demi-journées, voire toutes les demi-heures, on entendait Assad doit partir, Assad doit faire ceci, doit faire cela, etc. Et on parlait à un président de la République comme si c'était le valet qui doit écouter ses maîtres. Et voilà. Donc là, c'est sûr que c'est impensable et c'est absolument inacceptable que tous les pays européens et américains, etc., et surtout arabes, s'ingèrent dans une situation intérieure d'un pays, d'un côté, mais en plus avec une grossièreté et un langage qui est absolument pas digne d'un chef d'État, souverain de plus. Et ça, je tiens à le signaler parce que, de toute façon, moi, en tant que Française aussi, je suis indignée du ton et de la manière de s'adresser à notre chef d'État, à la fois de Juppé, de Fabius, et de Hollande et de Sarkozy. Ça, c'est absolument inadmissible. On n'est pas un pays valet et on est un pays souverain qui doit être respecté. Notre chef d'État, ça fait partie de nos symboles, de la même manière que notre drapeau d'ailleurs, et c'est seul le peuple syrien qui doit décider de ça. Ce n'est ni Catherine Ashton, ni Hillary Clinton qui doivent décider de la Syrie. Ni la France. Ni la France, absolument. Absolument. Mais là, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus quand même. Il ne faut pas dire, je pense que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord sur le fait quand même qu'il faut que tout le monde respecte les instances. Tout le monde respecte notre pays. Absolument, voilà. Que tout le monde respecte notre pays, sinon... Voilà. Voilà. Alors, l'escalade de la violence. Alors après, les armes et les outils de télécommunication et les mercenaires ont commencé à affluer en Syrie. Alors, les mercenaires, moi je ne suis pas la seule à en parler, toute la presse du monde aujourd'hui a enfin parlé de ces... Et d'ailleurs, il y en a qui sont sur place, qui sont morts sur place, des Libyens, des Tunisiens, des Bengalis, des Afghans, des Tchétchènes, des Turcs, des Israéliens, effectivement, et puis des Turcs. La France et l'Angleterre ne cachent absolument pas, d'ailleurs, comme tous les pays, ni l'Arabie Saoudite, ni Qatar, ni les Américains, ni la Turquie ne cachent le fait que... Ne cachent le fait... Et ils sont tous en train d'armer et d'envoyer des djihadistes
en Syrie. Alors, les djihadistes escadrons de la mort, ils ont été recrutés par qui? Ils ont été recrutés par les Saoudiens sur commande et des Qataris, payés par les Qataris sur ordre des Américains. Et l'objectif, c'est la destruction et la terreur dans le pays. Et des bases d'entraînement des djihadistes et des ASL, je tiens à dire, elles se trouvent au Liban, elles se trouvent en Jordanie et elles se trouvent en Turquie et personne ne s'en cache. Et en fait, ce qu'on appelle les camps de réfugiés sont devenus des camps de recrutement et d'entraînement de ces gens-là. La Syrie, qu'il faut que le pouvoir change, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, etc. Alors que personne ne volera, et encore je le répète, le droit au peuple syrien de décider qui le gouverne. Et ça, c'est pas seulement un droit pour moi qui est un autre droit, mais c'est en plus c'est un des fondements de la Charte des Nations Unies. Donc en fait, respectons cette communauté mondiale et respectons le droit des peuples. Et moi je dis aujourd'hui, la volonté de casser la Syrie, pourquoi? Pourquoi il y a cette volonté? D'abord, ce n'est un secret pour personne que depuis 1982, tous les écrits américains parlent, les écrits et les paroles, etc., parlent du nouveau Moyen-Orient. Hein? Le nouveau Moyen-Orient dans lequel Israël doit être tranquille, doit être calme, doit dominer. Hein? Condoleezza Rice en a parlé, Bush en a parlé. Lorsque l'Irak a été envahi, il y avait une liste de pays qui devaient aussi être détruits après l'Irak. Ne pensez-vous pas que l'Irak a été détruit parce que c'était devenu quand même une force importante face à Israël et qu'on a envahi l'Irak pour le casser et le casser en morceaux? Aujourd'hui, l'Irak, il y a un présage presque pour devenir, en passe de devenir 3 pays différents. La Libye, qui était un pays indépendant et souverain, là aussi, c'était un pays qui était sur la liste. Et comme par hasard, tous les pays qui ont des richesses, est devenu un pays occupé, dont la richesse est hypothéquée. Et en Irak comme en Libye, le pétrole est pompé sans compter et sans être payé, parce que normalement la Libye aujourd'hui, elle doit payer les indemnités en fait de la non-production, de la non-continuité de la production du pétrole pendant la période où les forces de l'OTAN bombardaient la Libye. Donc, américaine dans la région pour Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, hier encore, vous avez vu que Obama est parti faire les courbettes à Netanyahou après avoir dit qu'il ne le supportait pas, etc. Il est parti faire les courbettes à Netanyahou. Ils se sont mis d'accord pour casser la Syrie. Il envoie John Kerry en Irak pour autoriser des forces armées aussi de rentrer en Syrie. Il a rabiboché la Turquie avec Israël en 2 minutes, alors que ça fait 2-3 ans que les Turcs faisaient mine de se fâcher avec les Israéliens après la flottille de Gaza en 2010. Et puis tout de suite, là, il a suffi que les Américains disent « vous allez vous excuser ». Et ils se sont excusés et tous les deux se sont rabibochés. Et tout ça, ça ne vous dérange pas. Ça ne donne pas des indices pour vous d'une volonté américaine de casser la Syrie et de l'envahir. Tout ça, c'est pour vous débarrasser, pour mettre la démocratie. Alors, dernier point, je vais dire, dernier point, alors c'est trop facile de limiter les horizons. Ils ont porté la démocratie en Irak. Hein. On est là pour parler de la France aussi. Le rôle de la France a été une manipulation médiatique intense et des médias mensonges, et là occulté le débat politique. On peut parler? Oui. Merci. Surtout en France, on a occulté le débat économique, le débat politique et les objectifs économiques du débat.
En fait, dans toutes comment dire, la campagne, soi-disant, pour la démocratie en Syrie et pour le soutien du peuple syrien, on voit qu'il n'y a que des manifestations dites culturelles, etc., mais jamais, jamais, réellement, un véritable débat politique sur le pourquoi, le comment, quelle est la sortie qu'on peut avoir. Et pas seulement, il y a une volonté d'imposer aux personnes qui sont en France, parce que là j'aurais voulu quand même prendre le temps pour vous expliquer que le CNS a été créé ici, et la coalition aussi, c'était par une réunion de Juppé, et un meeting à l'Odéon qui a été fait par Juppé et par le pouvoir français, pour dire on est ravis, et il l'a dit tout de suite, je suis ravi que M. Radioun prenne la responsabilité de la révolution, et que je lui ai dit, mon bureau est ouvert, tout ce dont il a besoin, je suis prêt à répondre. Ça, c'était le meeting à l'Odéon pour le soutien du peuple syrien le 10 octobre 2011. Après un autre grand meeting qui s'est tenu à l'Institut du monde arabe le 8 mai 2011, dans lequel il a réuni tout un tas d'activistes de tous les pays arabes, c'est-à-dire les Égyptiens, les Tunisiens, des Libyens et comment dire, qui ont tous dit comment ils ont été approchés par... non, ils ont dit qu'ils ont suivi des formations par des ONG qui sont dites pour la démocratie américaine. Ils ont suivi des stages d'Internet, de Facebook, de Photoshop, et qu'ils ont été... il y a eu après tout un soutien qui était largement orchestré par les médias américains, la CNN, BBC World, Al Jazeera et Al Arabiya ou Al Harra. Et en fait, France 24 s'est aligné après, bien sûr. Alors tout ceci est largement... donc les activistes en ont parlé. Et puis, en même temps, là, il vient de sortir un livre de Éric Denessé, qui est le responsable du Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R. Éric Denessé est le directeur de ce centre de recherche, et qui a fait donc ce livre qui s'appelle « La face cachée des révolutions arabes ». Je vous le recommande énormément, où il parle de ce processus de constitution, en fait, pas de constitution, mais je dirais même de mainmise sur les jeunesses arabes dans des pays où il y a effectivement de quoi, et des revendications réelles, légitimes, de liberté, de démocratie, et surtout de meilleure distribution des richesses, hein, mais comment ils ont pu mettre la main sur ces mouvements et les diriger autrement que dans le sens où ils devraient aller. Voilà. Et donc ça, c'était... alors il y a l'armement massif, bien sûr, il y a des... bon, qu'est-ce que je peux dire là? Je parle de la manipulation de Qatar qui propose des chèques en blanc à tout le monde, qui propose à tout officiel qui trahit, qui font... Il y a aujourd'hui des assassinats ciblés de chercheurs, de grands scientifiques, de journalistes élus. Tout ceci rappelle étrangement ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90. Et on a mis ça sur le dos aussi du pouvoir et du fils. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde les défections, il y a plus de militaires qui font défection, et je parle de haut gradé, que de responsables politiques. Pourtant, les politiques s'achètent plus facilement que les militaires. On parlait de 300 militaires, alors ne dis pas qu'il y a énormément de défections. Hein, c'est rigolo, c'est rigolo ça. La crise syrienne, donc au niveau des destructions des lieux de culte, alors là c'est un truc qui fait vraiment mal au tri, c'est que tout le patrimoine
archéologique a été pillé, comme ça l'a été quand même sur les réformes déjà réalisées et qui sont passées systématiquement sous silence quand même dans les médias européens et occidentaux. Ça, c'est vrai. Il y a eu de nouvelles lois sur la communication, qu'il y a eu une nouvelle loi sur les élections, il y a eu des élections des gouvernorats locaux fin 2011, il y a eu une nouvelle constitution qui est largement inspirée de la constitution française, en fait, qui a été ratifiée le 26 février 2012. Il y a eu les élections d'un nouveau Parlement le 7 mai 2012. Madame, Nouveau gouvernement d'union nationale qui comporte des partis de l'opposition. Les deux partis de l'opposition, c'est la partie de la... Alors, il y a un ministère pour la réconciliation nationale, il y a des partis qui font partie, des partis d'opposition qui font partie du gouvernement. Donc, c'est un gouvernement d'union nationale, réellement. Les autres ont refusé. Hein? Les partis politiques, vous parlez de quoi? En Syrie, il y a des partis? Ah, bien sûr, il y a 15 partis qui se sont créés. Là. Je les connais. Vous n'êtes pas au courant. Bah, il faut suivre quand même ce qui se passe. C'est bien. Les médias officiels à l'opposition, non liés à l'étranger. Et ça, effectivement, aujourd'hui, il y a une atmosphère de débat national qui se déroule aussi bien à la radio, à la télé, dans toutes les instances. Et puis, je tiens à vous dire quand même que, là, je l'ai dit au début, mais là, je reviens dessus, il y a eu un congrès de dialogue populaire aussi, le 3e qui s'est réuni il y a 2 jours, pendant 2 jours, à Damas aussi. Il y a une activité intense de la société civile, forcément aussi, de soutien et de solidarité qui s'est faite, parce qu'effectivement, il y a presque 3 millions de personnes déplacées à l'intérieur et 1 million à l'extérieur. Les déplacés à l'intérieur, bon, donc c'est l'ensemble du peuple qui se mobilise pour les soutenir et pour aider. Donc, en plus de grandes difficultés au niveau de l'alimentation et des médicaments, puisque l'ensemble des industries du médicament ont été détruites, puisque aussi les silos de grains ont été brûlés et pillés, revendus en Turquie. Les usines du nord de la Syrie ont été aussi pillées, démontées et remontées de l'autre côté de la frontière, en Turquie. Donc voilà, c'est une situation critique aujourd'hui, mais il y a de grandes initiatives au niveau de la population qui sont très très positives et qui montrent que on va quand même, on est un peuple qui est très solidaire et qu'on va quand même vers une réconciliation. Alors, il y a eu un appel par le président au dialogue depuis juin 2011, une réunion préparatoire en juillet 2011 qui a été refusée par les opposants et pour une impossibilité de représentation, parce que ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au début, en fait, du fait que c'était un pouvoir à parti unique, etc., il n'y a pas de liberté d'organisation en parti, et donc il n'y a pas non plus d'expression organisée de l'opposition. Il y a des opposants en Syrie, mais il n'y avait pas d'opposition organisée, représentative, etc. Mais les opposants, ils parlent chacun en fait un peu de son sentiment et puis peut-être des gens autour de lui, mais ils ne sont pas nécessairement représentatifs. D'où la difficulté d'un véritable dialogue qui puisse être représentatif de la population. Et en fait, c'était le premier obstacle à ces dialogues. Donc après, comme il y a eu une nouvelle loi sur les partis politiques, il y a eu 13 partis nouveaux qui ont été créés. Aujourd'hui, il y a ces partis où cette opposition s'organise en partis politiques et en courant de pensée, et ce qui rend le dialogue beaucoup plus possible, réaliste, je dirais, à ce sens.
Donc il y a eu 2 réunions de l'opposition, une réunion le 23 septembre dernier, 2012, la deuxième qui a lieu donc en mars, là, et le 27, oui, à Damas, exactement. Voilà. Il y a eu aussi des amnisties successives avec des appels à rendre les armes, et aussi à tout le monde, et à mettre l'intérêt de la patrie au-dessus des intérêts des personnes positives. C'est pour la réconciliation nationale. Il y a des comités de réconciliation en fait qui progressent sur le terrain dans toutes les villes réellement, parce que les gens sont quand même convaincus que de toute façon c'est ensemble, tous ensemble qu'on doit vivre et tous ensemble qu'on doit construire ce pays et construire aussi sa vie politique. Hein. Qu'il est important que la libération des prisonniers politiques se fasse. Et il y a aujourd'hui, bon, malheureusement, la Syrie vit au rythme des kidnappings, des rançonnages, des assassinats ciblés, des voitures piégées, etc. Et donc, il faudra qu'on arrive à négocier avec les gens pour le retour des kidnappés, pour arriver à vivre. Et puis donc, nombreuses personnes armées rendent leurs armes et se rendent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que la révolution a été sous mainmise différente. En fait, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient, et qu'elle a été, comment on dit, un peu piratée par les pays impérialistes, et donc ils reviennent effectivement à l'État. Et il y a énormément d'événements pour l'entraide et la solidarité. C'est vraiment un peuple qui est d'une grande générosité et d'un grand amour les uns pour les autres. Hein. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, les réfugiés de l'intérieur, il n'y a pas une personne qui couche dehors, et il n'y a pas de SDF, alors qu'il y a quand même 3000 personnes qui ont été déplacées. Alors ça c'est vraiment, je peux dire, je tire mon chapeau à ce peuple, hein, parce que c'est vraiment spontanément et très spontanément que beaucoup de choses se sont faites. Les jeunes, les femmes, tout le monde se lève pour aider les autres, et pour surtout que c'est vrai, c'était un hiver très rude qu'on a eu, et de la neige, il y a eu de la pluie, de la grêle, vraiment ça a été un hiver. Les 2 hivers passés là, ils étaient très très durs. Pour conclure, on affirme vraiment l'unité nationale du peuple syrien. Le peuple syrien est un et un seul, et il le restera. Et la résistance à l'offensive impérialiste généralisée, c'est-à-dire nous tenons tous, on est tous d'accord, et il faut quand même, on soutient tous la résistance à l'offensive impérialiste et sioniste qui est généralisée aujourd'hui contre la Syrie, et on affirme l'unité nationale de tout le peuple syrien, et que la solution est une solution syrienne négociée dans le dialogue de l'ensemble des parties du peuple syrien. Voilà. Donc les quelques références que je vous ai parlé de la face cachée des révolutions arabes. Là c'est le congrès qui s'est tenu en Syrie. Et là c'est... en fait il est dit, il y a une phrase, c'est « Casse ton épée et prends ton... c'est quoi le mawal? C'est le... en fait, pour piocher, ta pioche pour la terre, en fait. Et suis-moi pour qu'on puisse, cultiver la paix et l'amour dans le centre de la terre. Tu es syrien, et la Syrie est le centre de la terre. Voilà. Donc ça c'est un... Bravo.